La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Bonjour Jérémy Mercier. Bonjour Michel Ezran. Alors, vous êtes secrétaire général de l'association pour une constituante, spécialiste des questions justement de constitution, et ça va être notre sujet du jour. Alors, ce petit jingle là, il nous trotte dans la tête, on l'adore. Et nous aurons tout à l'heure au téléphone donc Monsieur Paul Aliest, qui est constitutionnaliste et donc président de la Convention pour une 6e République. Alors, je le disais en introduction, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement de nos institutions, de la 5e. On va passer quelques idées en revue, puisque c'est vraiment, je dirais, le cœur de votre sujet à l'association pour une constituante, et vous-même à titre personnel, sur le renforcement du rôle du Parlement, le cumul des mandats, la proportionnelle, l'élection du Sénat, donc avoir un régime plus équilibré, et notamment rééquilibrer peut-être le pouvoir du président. Enfin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc avant de balayer toutes ces évolutions possibles, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse sur cet équilibre qui semble très fragile pour trouver le bon fonctionnement démocratique ? Bien, à mon avis, il y a d'abord deux choses à dire. D'abord, le climat politique et la crise politique et sociale dans laquelle notre pays est actuellement. Ce matin, pas plus tard que ce matin, une ancienne ministre, Michèle Alliot-Marie, prenait la parole sur iTélé, je crois, interviewée par Christophe Barbier, à propos disait-elle, d'une curieuse éthique en politique, mais de qui se moque-t-on, si je puis dire, parce que c'est elle-même qui avait été obligée de démissionner pour des raisons éthiques. D'autre part, on a appris hier qu'au Parlement européen, aujourd'hui, où l'ensemble de nos gouvernants font l'apologie de plus d'Europe, encore davantage d'Europe, alors même que le traité constitutionnel européen avait été refusé par les Français en 2005, que le Parlement était suffisamment composé d'une majorité conservatrice pour refuser de voter une loi garantissant l'égalité de salaire à travail égal entre les hommes et les femmes. On apprend d'autre part que le président de la République actuelle, François Hollande, souhaite privilégier, disait-il lors d'un conseil des ministres assez récent, de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire l'article 38 de la Constitution, c'est-à-dire contourner en fait la procédure parlementaire. On apprend que Dominique de Villepin gagne en une journée 100 000 euros. Donc d'un côté, en fait, on apprend des choses qui sont particulièrement graves pour la démocratie par les acteurs eux-mêmes qui disent réaliser la meilleure démocratie. Et de l'autre, du point de vue constitutionnel en tant que tel, il y a eu tout un mouvement depuis la naissance de la Ve République de réforme ou révision constitutionnelle, 24 exactement depuis 1958, qui ont essayé à chaque fois de modifier les dispositions de la Constitution de la Ve en essayant de donner davantage, vous employez le terme, de rééquilibrage, donc d'équilibre, de démocratie, d'apaisement ou encore de parlementarisme rationalisé. Et on en arrive à une conséquence très simple pour l'association pour une constituante, qui est tout simplement, mais quand est-ce que le peuple souverain peut toutefois exercer son pouvoir dans un moment de crise politique et sociale très grave, avec de graves problèmes autour du chômage, par exemple. Donc, quelle est l'actualité du droit des citoyens et de l'exercice de la souveraineté du peuple par le peuple dans le cadre institutionnel et constitutionnel d'aujourd'hui. Et je pense que cette émission, elle a, parmi
plusieurs avantages. Notamment aujourd'hui, et sur lequel il est bon, à mon avis, d'intervenir aussi, c'est-à-dire une problématique plus spécifique sur la façon dont est la Constitution aujourd'hui, de la 5e, malgré ces différentes révisions, donc je disais ces 24 révisions, finalement essayer de tirer un bilan, si cela est possible, des successives révisions constitutionnelles. Alors, donc, lorsqu'on parle de 5e République, en général, le principal défaut qu'on pointe, c'est le trop de pouvoir au président et pas assez au Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça ? En général, une mesure que vous allez me dire si vous la proposez, vous êtes en faveur, c'est de renforcer le rôle du Parlement. C'est en général la première mesure proposée, y compris par le groupe de travail piloté par Balladur, qui a proposé un certain nombre d'améliorations, de changements de la 5e des institutions. Alors, assez justement, en fait, on peut tout à fait si on s'intéresse à la problématique constitutionnelle, si on veut demander, tel est notre cas dans l'Association pour une constituante, la convocation d'une assemblée constituante, l'élection d'une assemblée constituante, eh ben, on peut essayer de tirer le bilan, par exemple, de ce comité de réflexion sur la modernisation des institutions, du comité Balladur, qui avait été créé à l'initiative du président Sarkozy, sous la responsabilité d'Édouard Balladur. En l'occurrence, ce comité avait été à l'origine de 77 propositions, dont pour la plupart modifiées et ont modifié de façon sensible, formelle, parfois substantielle, en créant de nouveaux articles dans la Constitution. Donc on modifiait le texte constitutionnel, avec pour fin, vous le notiez, juste titre, de forger une république bien plus démocratique. Démocratiser le fonctionnement de la République, de la 5e, chercher davantage d'équilibre, et en particulier, telle était donc une des propositions du comité Balladur, donc, qui s'est réuni en 2007, qui a rendu son rapport en 2008, et qui a donné lieu à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. L'une des propositions était précisément de renforcer le rôle du Parlement. Tant sur, si on cherche à renforcer le rôle du Parlement, la maîtrise de ses travaux, c'est-à-dire l'ordre du jour, à savoir quand même noter qu'aujourd'hui, le Parlement, si on considère que de façon historique et selon la doctrine républicaine, le Parlement doit être maître de son ordre du jour, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a un très fort pouvoir de l'exécutif quant à la maîtrise de l'ordre du jour et du calendrier donc du Parlement, et autre plan d'intervention qui était celui de contrôle parlementaire sur les gouvernants. L'une des choses que vous avez également notées était donc sur la question du présidentialisme. Effectivement, on a dans l'Association pour une constituante beaucoup de réflexions émanant de nos cercles locaux, en particulier autour de la réduction très forte, l'affaiblissement des formes de présidentialisme, de la présidentialisation, dont on peut noter d'ores et déjà que dans notre constitution de la 5e République, le président de la République, c'est le titre 2 de la Constitution, donc avant même le Parlement, vous voyez, et avant même donc ce qui a trait à l'article 34 par exemple, au domaine de la loi. À noter d'ailleurs que à ce titre-là, la loi fixe, nous dit l'article 34, la loi a un domaine bien particulier, il y a des règles qui sont fixées, eh bien, le Parlement donc ne peut pas tout faire en la matière, voire même, en fait, le président de la République dispose de prérogatives très fortes. Par exemple, il peut demander une nouvelle délibération de la loi.
Bon. Et ce qui nous intéresse dans l'association pour une constituante, c'est pas uniquement de prendre état de différentes propositions qui sont faites pour réviser la Constitution dans un sens ou dans un autre. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est comment exercer aujourd'hui ce que l'on a appelé le pouvoir constituant. Depuis la Révolution française, on parle de pouvoir constituant. Après, par exemple, l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1793, c'est un peuple a toujours le droit, de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Eh bien, le pouvoir constituant, il y avait un éminent secrétaire général du Conseil constitutionnel qui s'appelait Bruno Genevois, un conseiller d'État, qui avait fait une conférence à Florence en 97, assez forte, en faisant une distinction de pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire celui qui crée la Constitution, et pouvoir constituant dérivé ou institué, disait Bruno Genevois, à savoir celui qui va être désigné à partir de dispositions constitutionnelles, en l'occurrence c'est l'article 89 de notre Constitution, comme étant à même de pouvoir réviser la Constitution. On pense dans l'Association pour une constituante, c'est un débat qu'on mène et qu'on ne cessera de mener, qu'il faut redonner sa force et tout son souffle à l'exercice du pouvoir constituant originaire. Donc ce que vous dites, c'est pas de nouveau modèle de république clé en main, mais il faut un processus pour en construire un nouveau, mais on ne sait pas d'avance où ça va aboutir. On n'a pas le projet déjà ficelé, quoi. C'est absolument ça, Michel Ezran. L'idée étant de faire, une fois n'est pas coutume dans l'histoire de la Ve République, confiance à l'exercice de la souveraineté populaire. On remarque d'ailleurs que l'histoire de la Ve République témoigne en fait de peu de confiance dans, par exemple, la question du référendum. Si on considère que sur les problématiques constitutionnelles, c'est au peuple souverain, par l'intermédiaire du référendum, de décider, de trancher des questions constitutionnelles, alors on fait donc confiance au peuple et on exerce ce mécanisme qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. C'est l'article 11 de la Constitution, ce qui s'appelle le référendum législatif. Et l'article 89, c'est le référendum constituant. Et on remarque que cette question du référendum, finalement, souvent peut être mal prise. Alors pourquoi est-ce que en fait, le référendum a pu être mal pris ? Parce qu'on fait référence à ce moment-là à 1962 et à l'élection du président de la République au suffrage universel direct par le général de Gaulle, en l'occurrence, qui souhaitait contourner en 62 le mécanisme, donc l'article 89, puisqu'il savait que les chambres allaient refuser cette modification de l'élection du président de la République, et donc il a utilisé l'article 11, et le peuple a décidé effectivement, souverain, qu'on pouvait élire le président de la République au suffrage universel direct. Mais depuis, en l'occurrence, on s'est aperçu que le référendum pouvait décevoir les attentes tant nationales que européennes de majorité de nos gouvernants, par exemple sur la question européenne, qui est très connue de nos auditeurs le 29 mai 2005, tout simplement. Alors donc effectivement on a tendance à se méfier un peu de l'expression populaire. On dit bon, le peuple il est pas éduqué, il saura pas, c'est trop compliqué, donc on va pas lui demander, son avis sera plus simple. Au pire il vote. Donc les pouvoirs sont très concentrés aux mains de peu de personnes et notamment du président. Et vous le disiez, le Parlement finalement a évidemment un
rôle, mais quand même qu'on pourrait renforcer, qui est un rôle qui pourrait jouer plus le rôle de relais de l'expression populaire. Alors, notamment, ce qui est quand même effectivement ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, vous le disiez, mais j'insiste, que le Parlement ne fixe pas son ordre du jour. C'est-à-dire qu'en fait, les députés s'expriment, ils disent oui ou non, en gros, à ce qu'on leur propose, mais c'est pas eux qui fixent les sujets qui vont être discutés, c'est l'exécutif. L'un des paradoxes de la Ve République, c'est que les lois qui sont faites émanent davantage de projets de loi que de propositions de loi. Alors, projet de loi, proposition de loi, expliquez-nous. Alors, en fait, il y a deux façons de faire une loi. Un projet émane de l'exécutif, du gouvernement, et une proposition émane des parlementaires eux-mêmes. Or, on note en fait que, je ne veux pas dire de bêtises, mais 60%, 65% des lois sont des projets de loi qui ont été adoptés ensuite, mais donc qui sont à l'initiative du gouvernement. Le reste étant à l'initiative du Parlement. Alors, par exemple, on parlait du comité Balladur et de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Un des efforts, et effectivement, c'était assez intéressant de voir à quel point est-ce que des éminents constitutionnalistes qui participaient à ce comité-là avaient pour souhait de démocratiser davantage la Ve République. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Ils auraient pu choisir l'inverse. Bon, au contraire, c'est vraiment faire preuve de... Donc ça va plutôt dans le bon sens. L'idée était vraiment de démocratiser les institutions, le fonctionnement de la Ve République. Par exemple, en ajoutant différents articles dans la Constitution. Donc si on fait par exemple référence à l'article 34, un article 34.1, de la Constitution sur les résolutions du Parlement. Alors ça, par exemple, on pourrait dire, voilà, par exemple, une bonne idée, à savoir redonner au Parlement la possibilité de voter des résolutions. Qu'est-ce que sont les résolutions ? Ça va être en fait les parlementaires qui vont souhaiter indiquer des grandes lignes directrices au gouvernement. Mais ça, c'est le premier alinéa de l'article 34.1, mais on se rend compte que si on lit l'article 34.1, il y a un deuxième alinéa. Il faut toujours lire les petites astérix. Et le deuxième alinéa, en l'occurrence de l'article 34.1, c'est l'irrecevabilité des résolutions par le gouvernement. D'accord, donc on voit que c'est... Voilà. Alors ça, c'est... En tout cas, dans le rapport Balladur, il y avait tout un tas de propositions sur le renforcement du rôle du Parlement. Il y avait aussi la question du cumul des mandats, qui est quand même une question qui revient souvent. Donc là, on a l'impression que c'est bloqué, quoi. Les députés, ils vont jamais aller à l'encontre de leurs intérêts personnels en votant le cumul des mandats. Alors, sur le cumul de mandats, cela étant, en fait, la loi sur le cumul des mandats a été validée par le Conseil constitutionnel le mois dernier, exactement le 13 février, si j'ai bonne mémoire. Et en l'occurrence, maintenant, elle va être en application à partir après les municipales. Donc, qu'est-ce qu'elle change En l'occurrence, ça va dans un sens qui est néanmoins intéressant, à savoir, effectivement, l'interdiction pour un maire d'être en même temps élu député ou par le député européen, voilà. Mais je dirais en fait, l'association pour une constituante, on s'intéresse bien entendu à ces évolutions-là. On doit les considérer comme une recherche, effectivement, dans une crise sociale et démocratique forte, institutionnellement forte. Une recherche de plus de démocratie. Donc, effectivement, tout n'est pas à rejeter. Par contre, tout est à interroger et à remettre en place. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas aujourd'hui la nécessité d'aller encore plus loin? Et précisément, en fait, l'idée de fond et de forme de l'élection, la convocation d'une constituante, c'est précisément en fait de remettre à plat ces règles du jeu politique institutionnel. On voit qu'après ces 24 révisions, la constitution de la Ve République, elle n'est plus particulièrement fidèle, malgré les carences en termes de manque de parlementarisme de notre République, mais on pourrait tout à fait passer à autre chose. Tel est notre but. Alors donc
le rapport, pour finir là-dessus, d'autres idées, même si on a bien compris que ce qui vous intéresse, c'est pas le projet final, mais avant que le projet final, c'est le chemin pour y aller, le processus constituant, mais pour donner aux auditeurs des idées de thématiques à étudier et à modifier. Donc, dans le rapport Balladur, il y a aussi donc la possibilité d'instaurer plus de proportionnel, et notamment au Parlement, de changer le mode d'élection du Sénat. Alors, j'énumère, vous réagissez ou pas Oui. sur ces sujets-là, optimiser le découpage des circonscriptions, parce qu'apparemment, il y a des... Bon, on voit tout ça, c'est des petites mesures, mais qui apparemment sont nécessaires. Il y a aussi une question autour du Conseil constitutionnel. Oui, en fait, c'était les propositions du comité Balladur sont assez larges. Elles ont donné lieu à de nouveaux articles constitutionnels, comme je le disais. Sur la question de la proportionnelle, en fait, ça c'est un débat on laisse au débat en tant que tel dans l'association. On doit avoir un débat d'ampleur sur ce thème-là. Tout en pensant que de toute façon proportionnelle, c'est une question aussi de quotient électoral. En l'occurrence, on peut penser qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place, celui du défenseur des droits, celui de la QPC, mais est-ce véritablement, ou celui encore dit du référendum d'initiative partagée, mais qu'en est-il de la véritable problématique du contrôle des parlementaires sur l'exécutif, et en particulier l'article 49, vous connaissez, et avec ses implications sur l'article 50, motion de censure, et qu'en est-il véritablement de l'exercice du pouvoir du peuple dans une république qui aujourd'hui est particulièrement banalisée. La constituante, c'est l'idée de redonner au peuple cette souveraineté assez perdue. Alors, on va demander à un spécialiste ce qu'il en pense, puisqu'on est en ligne avec monsieur Paul Aliès, donc, qui est constitutionnaliste et président de la Convention pour la 6e République. Bonjour, monsieur Aliès. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Donc là, on est en plateau sur Aligre FM avec Jérémy Mercier, donc secrétaire général de l'Association pour une constituante, qui nous exposait que pour eux, l'important, c'est le processus constituant avant de penser au projet. Alors vous, dans la Convention pour la 6e République, vous arrivez avec un projet de République clé en main, c'est bien ça ? Non. Je suis d'accord avec Jérémy Mercier sur l'importance de la procédure pour changer de constitution. Simplement, je considère, c'est le premier point, que nous avons atteint un stade de décomposition des institutions qui ne sont pas qu'un problème juridique ou constitutionnel, c'est un problème qui concerne la République. Donc on observe ces temps-ci, les exemples hélas surabondent, combien la décomposition des mœurs politiques est grave, et est liée à la décomposition des institutions. Donc la question est de changer le mieux possible et le plus tôt possible de régime. Cela, tout le monde en est d'accord, enfin tout le monde, de François Bayrou, je parle des élections présidentielles de 2007, de François Bayrou, Corinne Lepage à Besancenot, sauf sans doute le Parti Socialiste, tout le monde, enfin pas qu'à gauche, donc est d'accord pour constater un régime qui ne fonctionne plus, qui ne régule plus. Et nous sommes assez isolés à l'échelle au moins européenne, avec un système pareil, présidentialiste, comme l'a très bien décrit Jérémy Mercier. Le seul problème que je vois, c'est cette fétichisation, si je puis dire, de la constituante. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en a fait le même usage, qui consiste à compliquer en fait le passage, si ce n'est à le retarder, ce qui me semble dans le contexte actuel un problème, que de retarder toujours plus le moment où les conditions seront réunies pour que l'on puisse rassembler des délégués du peuple pour qu'ils fassent un bon texte. C'est très compliqué, on vient de le voir en Tunisie. J'ai été un peu impliqué dans les affaires de la constitution tunisienne, enfin au début en tout cas, avec des discussions qui ont commencé tout de suite après la chute de Ben Ali.
Il a fallu la chute de Ben Ali et il a fallu 2 ans pour changer de régime. Sans doute, ce processus est-il avéré productif en Tunisie, quand on voit le résultat du texte qui a été adopté et qui est largement supérieur en qualité démocratique au nôtre de la Ve République en France. Mais j'observe donc dans ce contexte qu'il y a plusieurs voies de passage et que c'est un peu dommage de se fixer sur une seule, la constituante, l'Assemblée constituante, alors que le texte de la Constitution 58 a ceci au moins de mieux sur les précédents, c'est qu'il prévoit des voies de passage, des procédures pour changer la Constitution. Et donc, la différence est assez mince, mais enfin, il faut que les conditions politiques soient réunies pour que ce changement advienne. Et en général, c'est effectivement quand le peuple est mobilisé. Et en l'occurrence, il l'est toujours presque autant, à des hauteurs de 70% de participation pour les élections présidentielles. C'est dans ce contexte-là que doit venir effectivement la perspective mise en chantier par les candidats à l'élection présidentielle, pas seulement sur quelques réformes, d'ailleurs vite abandonnées par François Hollande, comme ça a été le cas il y a 2 ans, mais avec un véritable projet sur 4 ou 5 points de principe qui fonderait le nouveau texte constitutionnel. Sur ces points de principe, il n'y a pas de grand désaccord, encore une fois. Jérémy Mercier en a évoqué plusieurs, pour établir un régime, comme partout ailleurs en Europe, primo-ministériel, où effectivement c'est la responsabilité politique qui l'emporte et pas l'irresponsabilité absolue, avec en plus une protection pénale, comme nous l'avons en France pour le président de la République. Donc il y a un accord assez large sur ce qu'il faut changer. Par contre, comment le changer, là c'est plus compliqué. Et donc on peut imaginer qu'une fois que le président a engagé son programme dans la campagne présidentielle et s'il est élu sur 4 ou 5 points, la majorité parlementaire qui suit, puisque désormais, hélas, elle est quasi automatique, même si elle est élue avec un petit nombre d'inscrits, qu'à partir de là, on engage un processus constitutionnel de réforme, avec un engagement de la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement, de manière tout à fait normale et conforme au texte en vigueur, sur un avant-projet de réforme, donnant un mandat à l'Assemblée nationale pour réaliser cette réforme. Oui, mais alors, du coup, monsieur l'Assemblée nationale Aliès... est constituante pour un temps limité, 6 mois, 1 an, enfin comme l'on veut, et pour une partie de son ordre du jour, 2 jours par semaine, avec des débats télévisés en direct, sur la chaîne parlementaire. On peut mettre en place un forum consultatif constitutionnel pour l'organisation d'un débat public avec 50 personnes, dont une partie tirée au sort, sous l'autorité de la garde des Sceaux. Bref, des choses qui rassureraient, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer, les conservateurs qui ne voudront rien changer. Et avec un débat donc sur Internet, comme on l'a vu, on le voit aujourd'hui sur plusieurs sujets, qui permettent une interactivité sur les propositions de réforme constitutionnelle. Enfin, on arrive à un avis du Conseil d'État sur le projet de réforme du gouvernement, et finalement un référendum. Jérémy Mercier a raison, il faut absolument consulter à ce stade le peuple, et sur la ratification du texte définitif, on a donc un débat national classique, si je puis dire, par référendum. Donc on a ainsi un processus qui peut durer encore une fois entre 6 mois et 1 an, qui ne bouleverse pas le système, qui ne le paralyse pas, puisqu'aujourd'hui je lis ici et là de bons esprits ou des collègues qui disent ah ben oui, bon finalement c'est vrai que le régime ne fonctionne pas bien, mais ça n'est pas le sujet. Les Français sont préoccupés par la crise, le chômage, mais monsieur Aliès, donc voilà, c'est ma contribution au débat, qui encore une fois porte plus sur la façon de changer que sur le contenu. Alors, est-ce qu'on risque pas tout de même d'arriver à un nouveau système, mais avec les mêmes personnes, et vous avez pointé les problèmes éthiques, les problèmes de moralisation, et du coup se retrouver avec des problèmes similaires, puisqu'avec des politiciens qui sont quand même, qui jouent quand même plutôt pour leurs intérêts personnels que l'intérêt collectif. Ça, c'est un autre débat. Moi, je ne crois pas qu'un changement de régime va avec une épuration du personnel politique. Il faut faire avec. Donc, c'est de l'anthropologie politique. Ça, c'est pas du droit. Et donc, quand vous avez effectivement une nouvelle assemblée, mon propos, celui que je viens de tenir, qui consiste à passer de manière plus, banale, si je puis dire, détournée par procédure plus simple, plutôt que la constituante, part depuis l'élection d'une nouvelle assemblée législative, une nouvelle assemblée d'un nouveau parlement. Donc on l'a vu d'ailleurs il y a 2 ans, il y a eu un certain rajeunissement,
pas mal, jusqu'à 24 ou 26%, je ne sais plus, de renouvellement des députés. Donc le processus, il est progressif. Même si vous élisez une assemblée constituante, vous n'allez pas avoir d'un coup et d'un seul des gens vierges de toute influence politique, parti, je ne sais quoi, et qui ne feraient tout à coup que du droit. Quand on a fait les deux constituantes en 46-47, eh bien, on en a fait 2 consécutives. C'était des gens qui étaient certes assez nouveaux, puisqu'il y avait eu la grande crise de la guerre et de l'interruption de Vichy, mais sauf à attendre des grands cataclysmes, et c'est souvent ce qu'on nous reproche, à savoir vous voulez changer un régime, mais pour changer, il faut une guerre civile aux frontières nucléaires, enfin on en a déversé des pas mûrs. Donc moi je crois qu'il faut simplifier ce processus-là et ne pas se fixer, notamment sur ce que vous évoquez, à savoir une sorte d'épuration, je prends ce terme, on peut le discuter, mais de changement du personnel politique dans sa totalité en un coup et un seul. D'accord. C'est pas très réaliste. D'accord, effectivement. Écoutez, merci beaucoup en tout cas avec plaisir pour ces précisions et ce point de vue très clair. Je crois qu'on a bien compris vos propositions et la manière dont vous souhaitez arriver à cette 6e République. Merci Monsieur Aliès d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Alors on revient en plateau avec Jérémy Mercier, donc par rapport aux propositions de Monsieur Aliès. Il y a quand même un processus pour accompagner ce changement d'institution. Deux ou trois choses. D'abord, je crois qu'on peut tout à fait se réjouir qu'il y ait beaucoup de sympathie pour l'idée de constituante, de renouveler les institutions de la Ve République, voire remettre à plat les règles du jeu politique. Et ça, c'est exactement et littéralement le but de l'association pour une constituante. On pense que, et l'exemple était donné par Paul Aliès, ce qui s'est passé en Tunisie peut être tout à fait, on en a fait des articles sur notre site, peut être tout à fait un exemple à regarder de près pour s'en inspirer. Voilà. Ce qui s'est passé en Islande aussi, en Amérique latine dans les processus constituants, et ce qu'on appelle également les référendums d'initiative partagée, en tout cas, ce qui avait été appelé la votation citoyenne. Souvenez-vous en fait de cette volonté des citoyens quant à un référendum sur la Poste. C'était tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là où, à mon avis, on a malgré un constat de fond assez commun avec Paul Aliès, où il y a néanmoins une différence, si je puis dire. Cette différence, en fait, c'est qu'elle vient d'un doute. Le doute est sur la tendance que j'appellerais une sorte de réorientation parlementaire consécutive avec le temps. Il semble en fait que d'abord on soit dans le cas de la 5e en fait, tend naturellement, et c'est ça probablement en fait qui fait l'enjeu, la nécessité d'une constituante. Le cas de la 5e tend naturellement à une régression présidentialiste, à encore ce grand thème du parlementarisme rationalisé, la rationalisation du parlementarisme, et une réorientation des parlementaires, ou en tout cas une direction nécessaire vers plus d'Europe, davantage d'Europe, quitte à amoindrir la force des services publics. On n'a pas parlé de la question de la suppression des départements, de l'arrivée des conseillers territoriaux. Ça serait un autre débat, mais en tout cas, pourquoi ne pas essayer effectivement de redonner force à ce pouvoir constituant originaire sous effectivement l'interpellation des pouvoirs publics. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Là, je crois qu'on a évoqué, je dirais, différents points d'amélioration des institutions d'une part et différentes manières d'y arriver, avec le processus constituant défendu par l'association pour une constituante, comme son nom l'indique, et puis des alternatives un peu plus rapides, un peu plus directes, avec les avantages et les inconvénients qu'elle comporte, proposée par donc la Convention pour la 6e République, présidée par Paul Aliès, qu'on a eu au téléphone. Voilà, on s'en tient là. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Petit jingle de clôture. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme
moi, que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr